Après sa défaite en finale de Pro D2 samedi dernier face à Montauban, le FCG retente sa chance face à l'avant-dernier de Top 14 Perpignan. Ce sera demain à 18 h au Stade des Alpes. Alors que le féminisme fait le printemps en grand à la MC2 samedi, visite d'une librairie café grenobloise qui met à l'honneur les femmes, héroïnes de leurs histoires, mais accueille aussi les hommes. Et puis le parc naturel régional de Chartreuse fête cette année ses 30 ans avec une grande journée festive samedi. Ses missions, son évolution, ses projets dans quelques minutes avec son président Dominique Escaron. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 13 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le FCG laissera-t-il une nouvelle fois passer sa chance? Après leur 3e défaite d'affilée en finale de Pro D2, les Rouges et Bleus ont droit, vous connaissez la chanson, à une 3e deuxième chance. Ce sera samedi, toujours au Stade des Alpes, et cette fois contre l'équipe qui les avait empêchés de monter en 2023. Perpignan, avant-dernier de la saison régulière de Top 14. Le staff et les joueurs du FCG veulent relancer l'état d'esprit qui leur a permis de terminer premier du championnat. Margot Vacheroux. Touché, mais pas à terre. Voilà comment s'est exprimé le FCG après sa 3e défaite consécutive en finale de Pro D2. Après quelques jours de repos, joueurs et entraîneurs ont remis les chasubles avec en ligne de mire le match d'accession face à Perpignan, une nouvelle chance de croire à la montée dans l'élite. Ce match perdu en finale, on ne va pas enlever les 11 mois de travail. On ne va pas enlever la qualité de ce groupe, la qualité de ces joueurs et tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. On ne va pas enlever l'énorme soutien du public et tous ces gens qui ont été derrière nous, ni tout le travail qui a été fait. Donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ce groupe qui a fait tant et tant de choses, de belles choses, ne réactive pas tous les leviers nécessaires. Je n'ai pas de certitude là-dessus, j'ai des convictions par contre. Inconsolables au coup de sifflet final à Toulouse, les rugbymen grenoblois se sont d'abord réfugiés dans la valeur du groupe, jouer une dernière fois, tous ensemble, dans un stade comble. Les matchs d'accession, les Rouges et Bleus les connaissent bien, certains les ont joués 2 fois et comptent se servir de leur expérience. Là, si t'as pas l'envie pour ces genres de matchs, faut que tu arrêtes le rugby. Donc c'est sûr qu'il y a énormément d'envie. Après, bien sûr, on aurait aimé ne pas le jouer, mais voilà, c'est un match pour accéder en top 14 devant 20 000 personnes, nos familles, nos amis. Donc c'est sûr qu'il nous reste une cartouche et on va tout donner, on fera les comptes à la fin. Ça va être un gros match, ça va être difficile. C'est une belle équipe de Perpignan. C'est un gros défi. Chacun d'entre nous est motivé pour jouer en top 14. Voilà, on joue une équipe de top 14 ce week-end. Donc on va se mesurer à ça et on a hâte. Je suis très fier de faire partie de ce groupe-là. On a énormément de qualité, que ce soit rugbystiquement, sur la partie physique et aussi humainement. Voilà, on a un super groupe. L'ambiance sera étoffée par la présence d'un nouveau groupe de supporters nommé la Horde grenobloise. Soutenu par le club, le compte Instagram compte déjà quelques centaines d'abonnés et prévoit d'animer les abords du Stade des Alpes. Je ne m'attendais pas à autant d'engouement. C'est arrivé d'un coup en 3-4 jours et je ne m'attendais pas que ça prenne autant d'ampleur. Un cortège qui partirait de la vasque olympique jusqu'à l'entrée des joueurs qui est à l'arrêt de tram devant le stade. Après, ambiancer le plus possible dans le stade. Reste à savoir qui le sort désignera entre le club qui a passé une saison en tête de la Pro D2 et celui qui a terminé avant-dernier du Top 14. Et pour supporter les 100 et or, 2500 supporters catalans sont attendus pour ce match. L'Isère restera en vigilance jaune canicule samedi. Pour vous rafraîchir, la ville de Grenoble rouvre la piscine Jambron à compter de 9 h 30 jusqu'à 19 h avec une pause méridienne entre 14 et 15 h 30. L'équipement situé entre la place Championnet et la caserne de Beaune a bénéficié d'importants travaux, notamment pour transformer le bassin de 25 mètres en un bassin semi-nordique à partir de septembre. Jambron proposera de nouveau les mardis et jeudis des matinales dès 7 h 30 et des nocturnes jusqu'à 20 h 30. L'an dernier, la piscine du centre-ville a enregistré 78 683 entrées. La piscine des Dauphins, elle aussi, se met à l'heure d'été avec des nouveaux créneaux et l'ouverture des espaces extérieurs. Comment rester zen en toutes circonstances tout en gardant la tête hors de l'eau? Il faut dire qu'en ce moment, on en a bien besoin. Je vous propose d'aller faire un tour au jardin japonais et minéralité installé depuis 2 ans dans un coin du jardin Dominique Villard sur la faculté de médecine et de pharmacie à La Tronche. C'est un reportage d'Alexandre Martinez. Se vider l'esprit un instant au beau milieu du campus de Grenoble, c'est possible. Un havre japonais a été installé au cœur du jardin Dominique Villard. Ce lieu culturel et de médiation est utilisé comme support pédagogique pour les enseignements,
mais aussi pour accueillir un public extérieur, notamment lors des événements Rendez-vous au jardin. Ce jardin, tout près de la faculté de pharmacie, reste ouvert tout le temps, puisqu'il n'y a pas de clôture. Et c'est très agréable de se balader dedans, de voir des choses belles et des choses utiles. On voit les lotus et les nénuphars et diverses de plantes médicinales. Un jardin miniature et sans artifice, enrichi par les connaissances et les expériences de sa directrice. J'ai eu la chance de pouvoir vivre et étudier au Japon, notamment à l'université de pharmacie de Yokohama, proche de Tokyo. On a pu ramener des plantes du Japon avec des autorisations particulières. Donc toutes les plantes ne viennent pas du Japon, mais une partie des plantes médicinales que nous proposons. Nous avons également un partenariat avec des jardins botaniques à Kyoto, qui sont conservatoires de plantes médicinales, qui nous a fourni quelques plantes. Ma plante préférée dans le jardin botanique japonais, c'est sûrement l'angélique du Yamato, donc qui est une angélique rare qu'on a au Japon, qui est utilisée pour ses propriétés médicinales, toniques circulatoires et digestives, dont on va utiliser la racine. Et c'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'elle vit sur un cycle de 3 ans, et là c'est son cycle de floraison. Donc c'est le dernier moment pour l'avoir en fleurs. Les visiteurs prennent des notes. Ce petit îlot de calmitude pourrait leur donner des idées. Mais c'est vrai que j'ai un petit morceau chez moi dont il faut que je m'occupe et avec lequel je ne sais pas trop quoi faire. C'est pas très grand, mais de voir ce qu'on peut faire avec un petit peu de place, ça nourrit cette envie qui finalement, comme une plante à croissance lente, va un jour sortir de terre et on verra ce que ça produit. Mais je suis en train ici de construire cette conviction que ça va produire quelque chose. Pas de stress, le jardin Dominique Villard reste ouvert et gratuit toute l'année. L'occasion de rester zen. Et lundi, le jardin accueillera Niwa Matsuri, un festival des jardins japonais avec la participation du bureau consulaire du Japon à Lyon. Au programme, cérémonie du thé, fabrication de pâtisseries traditionnelles, films d'animation, conférences, pliage origami, calligraphie et démonstration de taille des pins. Les inscriptions se font en ligne. Tout quitter pour partir cultiver un autre jardin, c'est le pari qu'ont fait il y a 2 ans Marine Pradel et Hélène Soubi-Devanciard. Auparavant architectes et urbanistes, elles ont ouvert avenue Alsace-Lorraine à Grenoble un café-librairie féministe. C'est le 3e des reportages que l'on vous propose, réalisé par des étudiants de l'IUT1, métiers, multimédia et Internet. À Grenoble, niché au cœur de la ville, se cache un café pas comme les autres. Car ici, à Luna, de nombreux événements sont organisés pour valoriser la rencontre et l'échange. Des activités diversifiées, mais un point commun, la femme. En effet, il ne s'agit pas d'un simple coffee shop. Luna est un café-librairie féministe. Ici, on célèbre non seulement le féminin, mais aussi la diversité sous toutes ses formes. J'ai créé le café-librairie Luna avec Hélène, mon associée. Luna, c'est l'envie de créer un lieu où on peut partager, mais où on peut aussi se cultiver. Un lieu où on peut apprendre, mais aussi discuter et se poser. Du coup, le mélange du livre et du café permettait ces 2 choses-là. Le but du café-librairie Luna, c'est par le biais de la littérature et du plaisir du livre, d'amener les gens à déposer leurs œillères, ou en tout cas à les écarter un petit peu, pour construire un monde plus ouvert, où garçons, filles peuvent faire les mêmes choses à part égale, où les questions de genre ne sont plus un sujet, où chaque minorité peut être représentée. Loin de se restreindre aux essais militants, ici, tous les genres littéraires ont leur place. Chaque ouvrage a été choisi avec un objectif précis. Mettre en lumière les femmes et la diversité dans les livres, mais aussi dans les échanges. Pour la librairie, on sélectionne les autrices par le contenu de leurs livres. Alors bien sûr, notre volonté première, c'est de mettre la voix des femmes en avant, donc on va avoir majoritairement des autrices, même si on a des auteurs également. L'idée, c'est d'avoir des livres où les personnages féminins sont des héroïnes de leur propre histoire. Donc dans chaque livre que vous trouverez en rayon, il y aura des femmes, et il y aura des femmes dans les héroïnes. Bientôt 2 ans que le café a ouvert ses portes dans le centre-ville, et pourtant, beaucoup le découvrent encore. Alors écoutez, je viens de le découvrir il y a 1 heure seulement. Donc on est passé devant la boutique, et puis mon amie elle dit « Ah oui, j'en ai entendu parler ». Et puis je regarde, et puis je vois des livres, et ça me donne envie de rentrer. Et en rentrant, je découvre que c'est un lieu dédié aux femmes. Voilà, et je suis ravie. Voilà, et on s'installe et on prend notre café. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Enfin, les femmes osent enfin se montrer. Et il est grand temps qu'on le fasse. Chaque fois que je dirai à Grenoble, je boirai mon café ici. Marine et Hélène ont réussi leur pari. Créer un lieu à la fois engagé, inclusif et profondément humain.
Et à la MC de Grenoble, le féminisme fait le printemps en grand samedi, un événement organisé par la métropole avec des conférences, des ateliers, des rencontres et c'est gratuit. 30 bougies pour le parc naturel régional de Chartreuse, que l'on s'abstiendra toutefois d'allumer parce qu'en temps de canicule, un feu de forêt est si vite arrivé. Qu'importe, on va quand même faire la fête samedi à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On va y revenir avec vous. Dominique Escaron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de ce parc. On va revoir un petit peu la carte d'identité de ce parc. C'est un parc qui s'étend à cheval sur l'Isère et la Savoie. Il y a combien de communes ? 72. 72, de plus en plus, vous allez en intégrer encore ? Non. Non. Il y en a toujours quelques-unes qu'on peut rajouter, mais 72, c'est pas mal. Ça fait combien d'habitants tout ça ? Sur le parc lui-même, ouais. Plus de 80 000, je crois. Mais voilà, il y a des endroits où il y a un peu plus de monde qu'à d'autres endroits. On va voir avec vous, ça sera quoi un parc régional ? Il y a des missions qui sont régies par une charte. Tout à fait. Et par des décrets, enfin toute une organisation, parce qu'il y a 59 parcs en France. Donc voilà, le parc, son but, c'est de préserver un territoire tout en pouvant l'habiter, tout simplement. Donc on y travaille, on l'habite, on le protège, on l'aime, on y vit joyeux. C'est tout ça ensemble, un parc, ce qui n'est pas tout à fait pareil qu'un parc naturel national, qui est plutôt une cloche de préservation. Nous, c'est vraiment un endroit où on vit, voilà. Voilà. Alors, il y a plein de choses super intéressantes dans ce parc. Il y a évidemment le bois de Chartreuse. Oui, notamment. L'AOC, voilà. Un des premiers AOC non alimentaires, et le premier en bois qui a été suivi par le Jura. Donc ça, c'est pareil, c'est un développement économique qui permet à tout le monde de garantir son approvisionnement local, de qualité, avec des acteurs qui travaillent sur place. Alors il y a les sylviculteurs, les coupeurs, les scieries. Des artistes aussi. Des artistes, des architectes. C'est toute une filière finalement qui travaille sur ce sujet. On fait aussi du sport dans ce parc. Il y a une station de trail, il y a du parapente, il y a du ski alpin, du biathlon, il y a plein de choses, oui, évidemment. Et puis il y a un produit emblématique. Forcément. Ça vous fait une bonne pub, ça. Oui, c'est ce qui contribue à faire en sorte que la Chartreuse est une destination touristique mondiale. Il y a des gens un peu partout dans le monde qui viennent nous visiter parce qu'il y a ce label, cette reconnaissance internationale de la qualité, pas seulement de liqueur, mais aussi de fromage, de paysage, de savoir recevoir et de tous nos sentiers. On a 1500 km de sentiers, donc vous voyez, juste ça, c'est une occasion formidable de parcourir la montagne. Votre budget, il vient d'où ? C'est essentiellement la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous finance, les 2 départements de la Savoie, un petit peu l'État, et puis les communes qui contribuent un petit peu au budget de fonctionnement et de projet du parc. Comment vous vous projetez dans les 30 prochaines années, au moins dans les 10 prochaines ? Quels sont les enjeux du parc pour les prochaines années ? Alors, les enjeux sont un petit peu toujours les mêmes, mais il y a des choses qui s'accélèrent liées au réchauffement climatique. On a une fragilité de la forêt qu'on n'avait pas du tout vu venir. C'est plutôt un territoire assez humide, la Chartreuse. On est dans la forêt, une des forêts les plus humides. On a les records de France de chute de pluie vers la Grande Chartreuse. On a parfois 4 mètres, certaines années qui tombent. Au col de Porte, c'est plus de 2 mètres à la station météo. Donc on est extrêmement humide. Mais en fait, comme c'est un massif karstique, l'eau s'infiltre directement pour aller dans les nappes sous Grenoble, finalement. Et du coup, elle ne reste pas chez nous. Donc les arbres sont très vite privés d'eau si ça dure longtemps et s'il fait très chaud. Donc le stress hydrique, cette fatigue fait que les scolites, les petits insectes les attaquent. Donc ça, c'est des sujets qui sont complexes, qui sont présents à l'échelle nationale. Mais chez nous, on pensait être absolument pas concernés et ces dernières années, c'est accélérant, oui. Il y a, sur ce territoire, il y a un endroit très important, c'est la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse, ce qui vous a permis aussi de conserver certaines espèces. Il y a les bouquetins qui sont revenus ? Alors, ils ne sont pas revenus tout seuls, on les a un petit peu aidés. C'est une des réalisations du parc de Chartreuse qui a réintroduit le bouquetin et qui s'y trouve fort bien. Alors, il y avait des bouquetins il y a très longtemps parce qu'on retrouve dans les grottes, sous les glaciers souterrains qui existent encore un petit peu, on retrouve des ossements. Mais c'est vrai que maintenant, on peut découvrir ces bouquetins sur la réserve naturelle nationale des Hauts-de-Chartreuse. Voilà, il y a aussi des lynx, c'est un territoire très riche en biodiversité. Oui, on a beaucoup de choses. Et puis sur les fleurs, on est vraiment
au top de ce Des petites orchidées. Il y a beaucoup d'orchidées en ce moment qui sont visibles au bord des chemins et dans des endroits secrets, bien sûr, mais il y en a énormément, oui. Alors, la réserve s'étend sur une partie de terrain privé. On le voit depuis l'an dernier, la cohabitation n'est pas toujours simple avec des propriétaires privés qui ne souhaitent pas forcément que les randonneurs, les trailers viennent marcher sur les sentiers, sur des domaines qui leur appartiennent. C'est leur droit de pouvoir le refuser. Finalement, il a fallu aboutir à une convention avec le département pour calmer un petit peu les choses. L'an dernier, vous avez participé à ces négociations ? Vous n'avez pas de pouvoir contraignant, vous ? Un parc n'est pas... on n'a pas de pouvoir de police, on ne fait pas la loi. Nous, on est vraiment là pour que tout le monde vive ensemble. Et notre but dans cette affaire, c'est vraiment de permettre aux propriétaires qui protègent leur domaine, qui protègent leurs terres. Mais quand on dit les propriétaires... la Chartreuse ou même la plupart des espaces naturels en France. La plupart des forêts sont privées. C'est tout privé. Voilà. Donc il n'y a pas de difficulté à accueillir les gens. Quand je parle de 1500 km de chemins de randonnée balisés en jaune, en blanc, rouge pour les GR, on circule partout, il n'y a pas de difficulté. Simplement après, quand il y a des abus parce que des vélos, parce que des feux, parce que des choses qui ne sont pas dans l'esprit montagne sont faits, c'est légitime que les propriétaires s'inquiètent. Mais ça, c'est pas aussi votre rôle, l'éducation Si, on travaille énormément là-dessus. Le parc, depuis sa création, en 30 ans, il y a presque 90 000 enfants qui ont été formés. Et vous verrez, pour l'inauguration, c'est la fille d'un enfant d'il y a 30 ans qui sera là. Il n'empêche que récemment, le sentier Velmorel qui mène à l'Épinay a également été interdit par son propriétaire. Non, il n'est pas... Enfin, vous voyez, après, il se dit beaucoup de choses. Alors, allez-y, expliquez-nous. Le sentier a été dégradé, en partie, essentiellement par des vélos. Donc le propriétaire qui gère sa forêt aussi, qui vit en partie de ça, il est intéressé à ce que les choses soient remises finalement dans le droit chemin et que tout soit respecté. Donc il y a des possibilités de faire du vélo, y compris du vélo de descente. Moi dans mon village au Sapé, il y a des pistes de descente pour les vélos organisés et dans d'autres endroits. Mais il ne faut pas faire ça n'importe où, n'importe comment. Donc aujourd'hui, il y a cette alerte qui est donnée et les propriétaires, même quand ils signent des conventions, c'est pour circuler sur un chemin, c'est pas pour aller partout quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent. C'est toujours un petit peu la limite. Et il y en a qui pensent que tout devrait être nationalisé, etc. Mais on serait gestionnaire, comme on l'est sur la réserve naturelle nationale des Hautes-Chartreuses, où le parc est gestionnaire pour le compte de l'État. On souhaite que les gens restent sur les chemins, parce que c'est la meilleure solution pour préserver la faune, la flore et respecter les paysages. Alors un petit mot sur samedi, qu'est-ce qui va se passer ? Alors samedi va se passer, c'est vraiment une grande fête. Voilà, ça commence du matin et ça se finira peut-être tard le soir. On l'espère. Il y a des concerts dansants, je vous laisserai en parler. Oui, c'est prévu. Vous avez des idées là-dessus, mais c'est vrai que ça va être l'occasion. On a, je crois, plus de 70 stands de tous les partenaires, de tous ceux qui sont actifs sur le parc. Ça va de ceux qui font de la moyenne montagne, ceux qui protège les oiseaux, la LPO, l'isolation des bâtiments, l'extinction nocturne, le bois, le travail du bois. Enfin, il y a 70 propositions finalement à travers tous ces stands de découverte, mais il y aura aussi des conférences avec Arcabas, avec plein de sujets que je vous laisse découvrir sur le site du parc pour prendre les heures et sur les lieux. parc-chartreuse.net/30 ans. Exactement. Voilà, on aura tout. Voilà, des conférences, des ateliers, des rencontres, de la musique, beaucoup de producteurs de Chartreuse qui nous régaleront à midi et le soir. Une journée assez importante. Très populaire, j'espère, où tous les acteurs et les habitants et tous ceux qui voudront venir partager ce moment seront les bienvenus. Merci beaucoup, Dominique Escaron. Allez, retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo de votre week-end. Et on se quitte en musique avec, devinez quoi, le Pacha Disco Club qui fêtera les 30 ans du parc de Chartreuse samedi soir à 20h à Saint-Pierre de Chartreuse avec un grand bal populaire. Très bon week-end à tout le monde.